Bienvenue à tous, encore une fois, pour, pour notre séminaire donc, francophone, séminaire de recherche francophone de notre centre. Et aujourd'hui, donc, le séminaire qui est consacré, je vous rappelle, au thème patrimoine, au pluriel. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Tomasz Waleszewski de la faculté d'archéologie de l'Université de Varsovie, donc un collègue, autant dire, de notre université, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation un peu au dernier moment, mais que nous sommes très heureux d'accueillir aussi pour différentes raisons, parce que c'est non seulement un archéologue qui a beaucoup travaillé sur donc sur si j'ai bien compris, vous avez commencé plutôt sur le Proche-Orient, enfin, c'est votre Hmm. première spécialité, et puis après vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'Afrique du Nord, donc Hmm. évidemment, Je te explique, hein. d'accord. Bon, voilà, je ne veux pas avancer sur sur votre Hmm. présentation, je pense que vous nous en direz un mot, mais juste pour vous présenter très brièvement, donc encore une fois, vous êtes spécialiste du Proche-Orient et également de l'Afrique du Nord pour la période, disons, de l'Antiquité tardive et de la première période byzantine. Donc, Hmm. vous avez travaillé sur l'habitat privé, vous avez travaillé sur la construction, sur les constructions religieuses également. J'ai vu que vous étiez un spécialiste de l'huile d'olive Oh oui, surtout. également, donc aussi de Production du vin et de l'huile, l'archéologie de l'alimentation, pourrait-on c'est ça. dire. L'agriculture, toutes sortes des économies antiques, hein. Voilà, donc une forme de. Ce qui est plus proche de la vie quotidienne, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui, évidemment qui rejoint aussi nos perspectives ici d'histoire sociale, en quelque sorte. Et par ailleurs aussi, donc avant de vous passer la parole, je tenais à rappeler que vous avez évidemment, dans le cadre de vos travaux, beaucoup collaboré avec les institutions françaises, donc que ce soit en Égypte, que ce soit évidemment au Proche-Orient aussi, où la France est présente. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir aussi, parce que vous connaissez bien le monde académique français, vous avez beaucoup travaillé avec nos institutions. Et je le rappelle aussi, donc, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, il y a des doctorants qui vont nous rejoindre, que cette année, vous avez mis en place aussi un séminaire, disons, du français académique, comme on pourrait l'appeler. Donc, je tiens à vous inviter chaleureusement aussi à participer au séminaire de professeur Waleszewski, puisqu'en quelque sorte, ça peut faire un binôme avec ce que nous faisons ici, c'est-à-dire une étude de la langue adaptée aux questions académiques des sciences humaines et sociales, et puis nous, ici, qui faisons des séminaires thématiques en français. Donc, je vous invite très chaleureusement à suivre les deux cycles d'enseignement qui, je pense, pourraient vous être utiles et seraient en quelque sorte des vases communicants pour avancer dans soit cette découverte, soit cet approfondissement des sciences humaines et sociales telles qu'ils sont traitées dans le monde académique français. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie Hmm. simplement encore une fois et je vous laisse la parole pour une présentation de, disons, entre 40 et 50 minutes et puis ensuite Hmm. on ouvrira Bien sûr, la discussion avec les questions. je me dépêche pour ne pas abuser de votre patience. Non, Nous avons 45 minutes, 50 peut-être, hein. voilà, tout à Je fait. choisis un sujet qui devrait être proche de thématique de ce séminaire, hein, puisque les archéologues parlent toujours du patrimoine culturel, hein. Et je choisis aussi de parler d'un sujet qui est pour moi, qui devient pour moi un problème assez, assez grand maintenant. Alors, l'archéologie, je ne sais pas quelle est votre expérience avec l'archéologie. C'est une belle science, c'est une belle science de la vie humaine, hein. Même cet après-midi, on a eu une défense de la thèse d'une de nos étudiantes qui parlait finalement des objets de la vie quotidienne et nous avons compris pour une autre fois que l'archéologie parle vraiment de choses banales, hein, de la vie quotidienne, mais en même temps, ça donne aussi la base à des réflexions qui sont au niveau de la politique, des systèmes sociaux, etc., etc. Donc, un archéologue, c'est quelqu'un qui doit savoir tout sur tous les sujets possibles. Et bien sûr qu'on se spécialise. Il y a des archéologues comme moi
préfère de travailler sur le matériel provenant plus ou moins du premier millénaire. Et alors, ce qui couvre un peu l'histoire du monde romain, et puis proto-islamique, etc., etc. Mais ce qui est important pour moi à vous communiquer, hein, c'est que l'archéologie vraiment couvre tous les aspects de la vie des gens, hein, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à cette discipline. Euh, on peut dire aussi que l'archéologie intéresse, voilà, je dois vous montrer peut-être, Peut-être avec la souris ici. oui, Ah voilà. ici je vous donne quelques éléments de mon CV pour vous guider un petit peu dans les thématiques qui sont plus proches pour moi. Ce qui m'intéresse finalement, c'est la culture et les zones de contact entre les différentes cultures, parce que finalement, nous avons compris avec nos collègues que la plupart des archéologues à l'université de Varsovie qui travaillent à l'étranger, ils travaillent dans les zones de contact entre la zone agriculturelle et le désert en Afrique ou au Proche-Orient, ou dans des zones comme la mer Noire, etc., etc. Et alors, l'archéologie pour moi couvre vraiment tous les aspects de la vie, que ce soit euh, des sciences sociales, ou la chimie, physique, philosophie, philologie, tout est important pour nous. Euh, tout ce qui est sur la vie humaine, c'est important pour nous. Et je vais parler plus précisément aujourd'hui sur la base de mes expériences qui proviennent surtout du Proche-Orient. On va commencer par une brève visite dans les pays comme la Syrie ou le Liban. Et pour terminer en Afrique du Nord, où l'Université de Varsovie mène un projet archéologique avec les partenaires tunisiens depuis 5 ans. Plus ou moins, ce sont mes partenaires, mes collaborateurs à travers les derniers 20 ans. Je travaille, comme vous voyez ici, avec des différentes institutions qui sont responsables pour le patrimoine archéologique, patrimoine culturel dans ces 4 pays. Alors, au Liban, en Tunisie, en Jordanie et en Syrie. Et puis, je collabore aussi avec des différentes institutions en France, et pas seulement en France. Alors, c'est à propos des archéologues, hein. Euh, Vous connaissez bien bon, la définition de l'archéologie. Euh, Vous avez eu certainement contact avec des publications archéologiques. L'archéologie, je répète, c'est une science qui parle de tous les aspects de la vie quotidienne, pas seulement quotidienne. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors, on rentre maintenant dans la thématique dont je vais parler aujourd'hui. On commence par une petite introduction, l'histoire du bassin méditerranéen, surtout sa partie est et sud, avant la grande guerre, hein. Plus ou moins, c'est l'état des choses sur l'écran qui daterait de la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, pour comprendre que le monde, hein, au moins en Afrique du Nord et dans cette partie de l'Asie qu'on appelle parfois le Proche-Orient, est organisé, est divisé entre les différents euh, États qui sont quand même pour la plupart dépendants de la France, dépendants d'Italie, dépendants du Royaume-Uni ou ce qui est ici vert sur la carte, dépendant simplement de l'Empire ou qui font la partie de l'Empire ottoman. Alors,
comprendre cette situation qui daterait d'avant 1914, quand on rentre dans la Première Guerre mondiale, est absolument important pour comprendre ce que je vais vous essayer d'expliquer dans quelques minutes. Puis 1916, il y a un accord secret, et puis pas très secret, qui est signé entre les Alliés, surtout entre les Britanniques et les Français. Euh, c'est cet accord qui est connu sous le nom de euh, Sykes-Picot Accord, hein, daté de 1916. Et nous sommes vraiment au début de l'histoire, hein, de, de la partition politique, de l'organisation politique du Proche-Orient d'aujourd'hui. Tous les problèmes qu'on retrouve maintenant dans la politique internationale, les conflits entre Israël, la bande de Gaza, euh, le rôle joué par le Liban, la Syrie, euh, le royaume hachémite en Jordanie, tout vraiment commence au début de la Première Guerre mondiale, quand il y a un ordre proposé par des grandes puissances, Bretagne, le Royaume-Uni, la France, de temps en temps avec la participation d'Italie. Et avant de rentrer dans le jeu des États-Unis, quand il y a des décisions concernant une nouvelle organisation du Proche-Orient après la guerre. Alors, ils décident de partager entre surtout la France et le Royaume-Uni ce qui est considéré comme la partie très importante du point de vue de la stratégie, du point de vue de l'organisation de la vie économique. Euh, cette partie du monde. Alors finalement, à l'issue de la Première Guerre mondiale, je vous rappelle, pour ceux qui aiment bien euh, par exemple, la culture universelle de films, hein, Lawrence of Arabia, je crois qu'une autre histoire de Gertrude Stein, qui sont les histoires, hein, qui racontent de vrais efforts, hein, menés par des puissances vers la fin de la Première Guerre mondiale pour s'installer dans cette partie stratégique du monde. Je vous rappelle l'existence ici du canal de Suez, toutes sortes de trafics qui passent par cette partie du monde, puis des nouvelles découvertes du gaz et du pétrole, hein, et l'exploitation de ces ressources naturelles qui commencent vraiment autour de la Première Guerre mondiale et surtout après la Deuxième et la Première Guerre mondiale, comme Shell, une compagnie américaine. Alors tout est vraiment à l'issue de cette histoire qui touche encore très profondément euh, le monde moderne. Alors, quelle est finalement l'organisation du Proche-Orient euh, à partir de 1919-1920? La France contrôle la plupart du territoire de la Syrie. Elle contrôle aussi le territoire du Liban moderne, pendant que les Britanniques contrôlent la Palestine, c'est ce qu'on appelle la Palestine, et la Jordanie d'aujourd'hui. Les Britanniques, bien sûr, contrôlent aussi l'Irak pour contrôler les ressources naturelles, hein, et installent des régimes favorables à leurs influences en Arabie saoudite. C'est ce qui va devenir l'Arabie saoudite. Alors, une réorganisation totale de cette partie du monde, et bien sûr que ça concerne aussi l'organisation de la protection du patrimoine culturel. Alors, on jette un coup d'œil sur l'Afrique du Nord et je vous rappelle simplement que euh, la réorganisation politique de cette partie du monde daterait vraiment
de l'époque très proche de nos jours, hein. Algérie, indépendance à partir de 1962, Maroc, 56, Tunisie, 56, Libye, 51, et, et le retrait des Espagnols encore au cours des années 70 de la partie proche de Mauritanie. Alors, tout ça, c'est vraiment, c'est une histoire très, très récente. On revient maintenant 2 millénaires, 500 ans dans l'Antiquité pour mieux comprendre quelle est finalement l'organisation du monde à cette époque. Alors, je parle du temps autour de 800, 500 ans avant Jésus-Christ, alors les premiers millénaires avant, et le monde finalement est dominé par deux puissances, deux puissances pas très évidentes. On ne parle pas encore de la puissance romaine parce que le Romain commence de s'installer en Italie. Mais c'est le temps quand l'organisation du monde, de la civilisation euh, fondée sur les ressources liées de l'Égypte et de la Mésopotamie, euh, ces ressources sont épuisées et un ordre tout à fait nouvel s'installe qui est fondé sur l'énergie présentée par les Grecs et l'énergie, l'inspiration qui vient de la part d'une autre civilisation qui est la civilisation phénicienne. Alors, ce sont ces deux peuples qui, à partir euh, de leur pays, petit à petit s'installent. Les Phéniciens colonisent plus ou moins la partie sud de la mer Méditerranée, y compris quand même une bonne partie de l'Espagne d'aujourd'hui, Andalousie, Bétique, hein, et pendant que les Grecs s'installent sur la côte de l'Asie mineure, en Turquie d'aujourd'hui, et puis ils colonisent presque complètement les côtes de la mer Noire, et puis il y a des installations grecques un peu partout en Italie, y compris des installations comme Marseille, qui est finalement une colonie grecque à l'issue. Alors, ça, c'est pour vous rappeler vraiment le début de cette histoire dont nous faisons la partie, alors la civilisation européenne qui est fondée vraiment sur cette situation politique, sociale, économique du premier millénaire avant Jésus-Christ avec des Grecs, avec des Phéniciens et puis bien sûr avec ces redoutables Romains qui finalement gagne et qui domine le monde méditerranéen au cours de presque un millénaire, hein. Alors, on fait un saut vers le temps moderne, hein. On se retrouve dans le pays du Proche-Orient contrôlé par les Français. Alors, c'est le mandat français qui permet d'exercer une contrôle politique, économique, culturelle sur le territoire de la Syrie moderne et sur le territoire du Liban. Et on parle de l'organisation, d'une nouvelle organisation du service du patrimoine, parce qu'on est dans la situation quand l'archéologie existe déjà, mais qui est l'archéologie complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que l'archéologie comme intérêt porté vers l'Antiquité, vers les monuments de l'Égypte pharaonique, la Mésopotamie, puis la Grèce, etc., etc., est née, bien sûr, au cours du XVIIIe siècle, ça se développe au cours du XIXe siècle, mais c'est toujours au cours du XIXe siècle, plus ou moins, de notre perspective, la chasse au trésor. Alors c'est vraiment, on ne parle pas de la science d'archéologie qu'à partir du tournant de l'ère des siècles, plus ou moins à partir de 1900. Alors déjà, euh, si on parle de l'Afrique du Nord, hein, en 1885,
Et le service des antiquités, beaux-arts et monuments historiques est créé en Tunisie, ce qui est la Tunisie, bien sûr, contrôlée totalement par l'administration française. Si quelqu'un s'intéresse à cette histoire, je vous conseille cette publication en bas, Patrimoine et monuments en Tunisie, facilement retrouvable sur l'Internet. Et puis, alors finalement, je vous raconte une histoire de l'organisation de ces services du patrimoine culturel qui est fondé sur des institutions créées par la France au cours du 19e ou au début du 20e siècle. Et puis, après l'indépendance, comme c'est dans le cas de la Tunisie, un renouvellement de cette tradition et la création d'un Institut national du patrimoine qui existe aujourd'hui comme une branche du ministère de la Culture. Alors, on est dans la situation où il y a une tradition euh, de, de s'occuper du patrimoine culturel, de l'archéologie, mais pas seulement de l'archéologie, organiser des musées, organiser un service des inspecteurs qui vont contrôler un petit peu le pays, protéger les monuments, inviter des chercheurs, des équipes qui viendront pour commencer des fouilles archéologiques, etc., etc. Alors ça, c'était l'Afrique du Nord, un exemple de la Tunisie. L'autre exemple, la Syrie. Je vous montre une photo de ces messieurs, un personnage vraiment impressionnant, Henri Seyrig, qui était le fondateur et le directeur de deux organismes, la Direction générale des antiquités et des musées en Syrie, et puis la même institution, une institution pareille qui a été fondée par Seyrig à Beyrouth pour organiser la vie au Liban. C'est un monsieur, un Alsacien. Parfois, c'est vraiment fascinant d'observer euh, euh, une histoire euh, personnalisée de différentes institutions. On observe, par exemple, que dans la tradition française, ce sont surtout des Alsaciens qui sont nommés des directeurs des grandes institutions archéologiques dans cette partie du monde. Et si ce ne sont pas les Alsaciens, ce sont les gens de Corse. Une spécialisation des influences, ce sont tous des gens après l'école normale supérieure. Alors, il y a un parcours avant les nominations pour ces postes importants et c'est un service qui dépend strictement de l'administration de l'État. Euh, Et comme je vais vous dire, hein, c'est la différence entre, disons, l'archéologie en France, en Allemagne, parfois en Italie, parfois en Espagne, et, l'archéologie, les activités archéologiques dans les pays comme Pologne, le voisin suédois ou le danois, le hollandais, où l'archéologie est initiée plutôt par des universités et où l'archéologie n'est pas liée directement à la politique étrangère menée par l'État. Alors, c'est la Direction générale des antiquités qui est une institution responsable pour la protection des monuments historiques, pour organiser la vie des musées, inviter des chercheurs, organiser des instituts de recherche, etc., etc. Et puis, en bas, vous avez des informations de base sur l'Institut français du Proche-Orient, qui est une installation assez récente de 2003, mais pour expliquer, c'est un regroupement, il s'agit simplement d'un regroupement d'au moins trois institutions qui existent dans cette partie du monde depuis des années 20 ou 30 du XXe siècle.
Alors, l'Institut français d'études arabes de Damas, 1922, l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient, créé en 1946, en Syrie, au Liban et en Jordanie, et puis le Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, CERMOC, qui était une institution plus récente. Alors, ce regroupement était à l'issue de l'IFPO, de l'Institut français du Proche-Orient, qui est une institution installée dans 4 pays, comme vous voyez. Liban, Jordanie, ah non, même plus. Liban, Jordanie, Irak, Syrie et les territoires palestiniens. C'est d'ailleurs l'explication pourquoi la France aujourd'hui se trouve dans un embarras entre la politique d'Israël et la politique palestinienne, hein. Et d'habitude, le choix de la politique étrangère française était plutôt favorable à des questions palestiniennes. Puis on passe de Damas à Beyrouth, on se retrouve au Liban, et où on retrouve une pareille direction générale des Antiquités du Liban, créée en 1920. Si quelqu'un s'intéresse à l'histoire de l'archéologie française en Syrie et au Liban à l'époque du mandat, je vous conseille cette publication de Mathilde Jalin, publiée en 2002, qui explique tous les détails de cette histoire fascinante. La photo à gauche vous montre la figure d'Henri Seyrig, entouré par le bon curé, le prêtre, surtout des représentants de deux ordres. Ce sont les dominicains et les jésuites qui dominent la recherche archéologique dans cette partie du monde. Moi, je me souviens, euh, 3 jours après la défense de ma maîtrise à Varsovie, euh, j'ai pris un avion à Jérusalem et pendant 2 ans, je travaillais à l'école française, école biblique et archéologique française à Jérusalem, qui était une institution créée euh, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle pour que l'Église catholique et pour que l'État français participe dans la discussion théologique concernant la Bible. Et c'est une institution toujours très active. Il y a beaucoup de Polonais aussi dans cette institution française à Jérusalem, hein. Mais je vous montre cette photo pour expliquer que oui, les jésuites et les dominicains, ce sont les gens parmi les plus importantes figures de l'archéologie, de l'histoire, des études arabes, surtout pendant les premiers 50 ans du XXe siècle. D'ailleurs, à Beyrouth, si quelqu'un s'intéresse, il y a une grande université de Saint-Joseph qui, au début, a été fondée comme une école générale par un jésuite polonais, Maximilien Reua. Mais cette institution existe toujours et est maintenant une université privée. Voilà. Liban. Alors, on passe maintenant de cette image des institutions créées sous le mandat français en Syrie, au Liban, en Tunisie, à un autre sujet qui est à propos des instituts français de recherche, qui est quand même euh, un fait très important. Euh, je vous montre la carte avec la localisation de différentes institutions de recherche à travers le monde, soit en Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique bien sûr, à travers l'Asie centrale, l'Extrême-Orient. Dans chaque pays existe un institut français qui, d'habitude, est financé et dépend de l'État pour la plupart du ministère des Affaires étrangères parce que ce sont les outils de la politique culturelle et scientifique menée par la République française.
Ce sont des institutions qui offrent des bourses, qui, qui offrent des possibilités aux chercheurs de différents niveaux, hein, et qui ont la chance de participer dans la vie scientifique, mener les projets scientifiques dans ces pays, parfois pendant des années et des années. Ils profitent de financements central offert par la République française. Et parfois, bien sûr, ces institutions rentrent en collaboration aussi avec des autres pays. Alors, c'est un autre phénomène, ces institutions françaises de recherche. Et puis, on passe euh, de, mm, de ces institutions créées sous le mandat français ou qui existent dans le monde moderne à une autre question qui devient maintenant un problème. Ça, c'est pas un problème, ça devient le centre de la discussion parmi les gens dans les différents pays qui se spécialisent dans euh, le patrimoine, exploitation, protection du patrimoine culturel. Je vous montre cette image parce que c'est un des images, des images préférées de ma visite, de mon séjour aux États-Unis. Euh, et on parle du colonialisme aux États-Unis. Vous savez très bien euh, que le territoire américain a été visité pour la première fois par les êtres humains. C'est une histoire très récente qui daterait, disons, d'autour 20 000, 18 000, 18 000 ans avant l'époque moderne. Alors, vis-à-vis l'histoire de l'Antiquité, vis-à-vis de l'histoire de l'Afrique, de l'Asie, c'est une histoire extrêmement récente. Et bien sûr, les Indiens, ce sont les vrais autochtones, une vraie population locale qui, qui a été complètement dominée, exterminée, expulsée de leur territoire au cours du 18e, 19e siècle par les différents pouvoirs qui sont installés sur le territoire américain. D'où vient un sentiment contre contre les envahisseurs. Alors, au début, il faut simplement accepter le fait que euh, euh, si nous sommes les Français, les Italiens, les Allemands, mais aussi les Polonais, nous faisons la partie de cette partie du monde qui est quand même privilégiée, toujours, hein, vu la position politique, économique, simplement le potentiel qu'on dispose, hein, et euh, et que la situation change depuis des décennies. Une vague de décolonisation, les pays qui ont gagné l'indépendance. Alors la situation change toujours et change maintenant. Euh, alors, ce qui est au centre de la discussion de l'archéologie mondiale aujourd'hui, c'est la discussion à propos de la décolonisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, c'est une discussion sur les universités américaines, en Angleterre, hein, de toute façon, surtout dans la zone anglophone, un peu moins en France, en Italie ou en Allemagne, mais surtout, c'est une discussion qui pose des questions, parfois des questions très difficiles. Alors, quoi faire avec notre passé colonial? Quoi faire avec cette tradition des institutions, de la domination des archéologues, des gens qui s'intéressaient au patrimoine culturel et qui dominaient le marché local de la vie scientifique pendant plus qu'un siècle, hein, et comment les organismes scientifiques doivent se retrouver vis-à-vis de cette situation aujourd'hui. Et ça devient vraiment un sujet très important dans nos discussions
avec nos partenaires locaux. Si je commence, par exemple, il y a 5 ans, notre projet en Tunisie, j'apprends tout de suite que, disons, les conditions de travail, parce qu'il s'agit d'un accord signé officiellement par le directeur de ce service du patrimoine en Tunisie et le recteur de l'université de Varsovie. Dans cet accord, on parle très en détail de faits qui sont tout à fait difficiles pour nous comme les Polonais, parce que finalement, on apprend que la Tunisie attend que la partie polonaise participe à 100% dans le financement de ce projet scientifique. C'est-à-dire on couvre 100% de dépenses de la partie polonaise et 100% de dépenses de la partie tunisienne. Et vis-à-vis, disons, notre collaboration scientifique, oui, il s'agit d'une vraie collaboration, c'est-à-dire il y a euh, un chercheur, une chercheuse polonaise, et vis-à-vis cette chercheuse polonaise, il y a un chercheur, une chercheuse tunisienne, un sur un. Alors, la décolonisation, et bien sûr, bon, je vous montre quelques exemples de publications pour montrer que c'est vraiment une discussion qui est au centre de débats en archéologie, euh, surtout ce qui concerne euh, la participation des communautés locales dans la découverte et la protection du patrimoine culturel dans leur pays. C'est-à-dire, si on travaille, bon, ça on parle de la Grèce, mais si on parle de la Jordanie, Liban, Syrie, ou les pays comme la Tunisie, Algérie, oui, la population locale va comprendre quel est le passé de leur pays, va participer dans la découverte de ce passé, va comprendre exactement quel était le système de l'organisation de leur pays dans le passé et contrôler bien sûr la situation vis-à-vis des étrangers. Alors, ce qui est très à la mode maintenant, c'est la collaboration, implication de communautés de la population locale dans leur découverte de leur passé. Et, alors maintenant, 2 mots à propos de la présence de l'Université de Varsovie dans toute cette histoire. Oui, euh, nous sommes présents comme l'Université de Varsovie au cœur de cette discussion, au cœur de ces activités à partir des années 1920. La figure centrale qui est ici au centre de cette photo, c'est le professeur Kazimierz Michałowski, et qui était formé par l'Université à Lvov. Et puis, il était recruté. Et puis, au début des années 1920, il part en Grèce. Et pendant quelques années, il est le membre de l'École française d'Athènes. Il participe dans la recherche sur l'île de Delos. Il apprend l'archéologie, il revient et il s'installe à l'Université de Varsovie. Et il continue toujours la collaboration entre la Pologne, entre l'université du maréchal Pilsudski, alors, de l'université de Varsovie, et l'Institut français d'études d'archéologie orientale au Caire, en Égypte, où nous avons toujours, comme l'université de Varsovie, notre centre de recherche ici. euh, et sur cette carte, vous avez plus ou moins la localisation des différents projets à travers les différents pays de l'Afrique et du Proche-Orient aujourd'hui. Alors, on revient maintenant à la situation dans le pays dont je viens de vous parler. Une photo qui montre bien la, la complexité de cette situation, de la discussion à propos des identités, etc. Et surtout la position envers leur passé colonial. Euh, Cette photo daterait
de l'année dernière, les manifestations contre la crise économique. C'est pour ça que les gens portent le drapeau tunisien et c'est pour ça qu'ils portent aussi leur pain quotidien. Mais quel est leur pain quotidien? Mhm. C'est pas le pain comme d'habitude produit sur place, un pain traditionnel arabe, c'est une baguette. Mhm. Pour nous, c'était toujours quand même un choc. Nous avons posé plusieurs fois la question à nos partenaires français, à nos Tunisien. partenaires tunisiens. Mais écoutez, est-ce que vous avez dans votre village encore le pain traditionnel? Non, non, non. Notre pain traditionnel, c'est la baguette. Alors, c'est juste une anecdote à propos de cette complexité des identités nationaux. Puis, si on parle de la Tunisie, et on va voir plus ou moins la même chose au Liban et dans quelques autres pays, cette forte tradition française persiste. Normalement, les gens qui études, qui commencent d'étudier à l'université de Tunis ou à des autres institutions en Tunisie, leur but est de continuer l'éducation, par exemple, sur un des universités en France, pour avoir un doctorat français, si ce n'est pas en France, peut-être en Italie ou en Espagne, mais quand même à l'étranger. Sans parler bien sûr de toute la problématique des migrations, parce que c'est par la Tunisie qui traverse quand même une étape très importante des migrations à partir de l'Afrique subsaharienne. Euh, alors, Tunisie, quelques mots sur notre projet archéologique. Euh, la proposition qui est venue de la part de nos partenaires tunisiens, c'était d'étudier l'histoire d'une ville de la période romaine, qui s'appelle Moustis, et je vous montre un petit peu aussi le- la complexité interne de ce projet. Je vous montre simplement la liste des collaborateurs que je dois avoir avec moi pour mener à bien ce projet. Et ça vous donne aussi l'impression des différentes spécialisations qui sont au sein de ce projet. Alors, les données, les bases de données, les médias, une équipe polonaise et une équipe tunisienne qui travaille sur les fouilles, une autre équipe qui fait la prospection du terrain, une autre équipe de l'Université de Varsovie qui fait une prospection géophysique. Ce sont des gens de la faculté de la géologie, hein. Euh, une autre équipe de géographes de l'Université de Varsovie. De toute façon, l'archéologie d'aujourd'hui couvre la plupart des disciplines et représente la plupart des facultés présentes à l'Université de Varsovie, y compris, bien sûr, aussi la présence des architectes de, de l'école polytechnique à Varsovie, etc., etc. Et alors, juste pour vous montrer un petit peu des exemples, au centre, cette partie de la ville romaine est dégagée déjà par des équipes tunisiennes dans les années 50 et 60. Notre équipe de l'Université de Varsovie continue de dégager la partie centrale de la ville, mais tout ce que vous voyez sur cette photo aérienne, c'est aussi, ça couvre le territoire de la ville antique, à peu près 34 hectares. Alors, une ville moyenne, style Pompéi en Italie. Alors, la recherche avec des méthodes géophysiques pour comprendre un petit peu l'organisation de l'architecture au-dessous de la surface de la Terre, hein, l'organisation fonctionnelle de cette partie de la ville, divisée entre
les espaces publics, les espaces euh, religieux et les espaces privés, etc., etc. Maintenant, un autre exemple, notre activité il y a 20 ans en Syrie, à Tel Amarna, vraiment aussi une localisation assez, assez particulière. Tel Amarna, situé à la frontière entre la Syrie et la Turquie, bombardée, envahie par l'armée turque il y a 10 ans. Et sur cette bande, dans cette bande frontalière, une équipe belge de l'Université de Liège a fait la découverte d'une église byzantine avec des mosaïques. Et ils sont rentrés en contact avec l'Université de Varsovie parce qu'à l'époque, on a eu une collaboration étroite avec des équipes de conservation et restauration des monuments de l'Académie des beaux-arts à Varsovie. Et c'était, disons, un projet ponctuel, assez réussi, 2 ans. La conservation de ces mosaïques est menacée par le projet, un grand projet d'infrastructure, hein. Et puis, une série des expositions. Quelle folie, nous avons organisé une exposition en transportant des panneaux de la mosaïque en Belgique, puis depuis la Belgique, du musée des Marimons euh, à Varsovie, et puis de Varsovie par l'avion de nouveau à Damas. Syrie, et puis pour finir avec cette brève présentation de mes engagements dans ces 3 pays, Liban, un autre projet qui nous a coûté presque 20 ans de travail. 3 sites, finalement, il s'agissait simplement de 2 villages, de la période romaine. Ici sur la photo, vous voyez une image d'une partie de notre équipe devant l'entrée du temple de la période romaine à Shreim. On était intéressé, on était attiré au Liban par des questions concernant la chronologie, l'architecture domestique, des identités. Alors finalement, qui étaient les habitants de ces 2 villages? Euh, Bien sûr, l'économie et l'agriculture, climat et des problèmes d'environnement. C'est le modèle de ce site archéologique avec des ruines d'un village de la période romaine, hein, avec le temple, un sanctuaire de la période romaine, une église chrétienne juste en face de ce temple, avec des installations de maisons, avec des traces de la production de l'huile, très prononcée, hein. Voilà, de maisons. Alors, un commentaire, une anecdote à propos des maisons. Euh, un exemple marqué ici en rouge, un exemple d'une maison tout à fait typique pour ce village qui fonctionnait au cours des premiers 5 siècles du premier millénaire, hein, après Jésus-Christ. Il y a notre collègue Mounir Atallah, qui est le directeur, qui est un docteur de l'Université de Varsovie, qui parle parfaitement polonais, qui a une famille polonaise, mais qui est installé au Liban de nouveau parce que c'est son pays, mais qui vient chez nous, qui nous visite et qui me dit, ben, écoute, hein, vous avez trouvé ici ma maison natale, hein. Je- le plan euh, le plan de cette maison répète exactement la maison dans laquelle j'ai habité avec mes parents encore au début des années 50 du XXe siècle. Alors, c'est pour montrer simplement euh, la, la longévité de la tradition, par exemple concernant les espaces domestiques, ce qui est inventé au cours du premier millénaire avant, au premier millénaire après, continue parce que c'est si bien conçu que la génération après la génération répète le même modèle
de l'organisation euh, de l'espace domestique, euh, bien sûr en changeant de temps en temps la religion, l'appartenance politique, mais jamais le modèle de la maison. L'église, qui est typique, une petite église paroissiale avec des mosaïques, avec une inscription. Les lieux de production de l'huile, hein, avec même des noyaux d'olive, trouvés parmi les installations de ce pressoir, hein. Alors, de nouveau, une activité tout à fait typique, hein. Et un autre site qui s'appelle Porphyréon et qui est euh, une petite ville typique pour la côte méditerranéenne euh, des premiers siècles de notre ère. Alors, pour finir un petit peu, on pose des questions. Pourquoi je parle de tous ces exemples? Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir répondre à des questions tout à fait banales, mais qui sont très importantes parce que ça fait vraiment la partie de discours, parfois de gouvernements populistes dans les pays comme la Tunisie, euh, ou parfois de pays comme la Syrie. Alors, à qui appartient finalement le patrimoine culturel ou le patrimoine archéologique? Et quel est finalement l'objet et le but de la conservation de ce patrimoine? Et qui doit s'en charger de la protection de ce patrimoine? Et qui devrait être responsable, hein, et qui doit contribuer financièrement dans l'entretien de ce patrimoine? Et quel est finalement le rôle euh, pour les populations locales, les visiteurs, hein, dans cette opposition entre les touristes et les communautés locales euh, qui doivent collaborer pour conserver ce patrimoine. D'ailleurs, l'exemple de la Tunisie est pour moi euh, en même temps choquant et idéal, parce que finalement, ce que connaissent les Polonais euh, à propos de la Tunisie, c'est l'histoire de la bande de 200 mètres qui est explorée par des grandes institutions touristiques. Il y a à peu près 100 000 touristes polonais qui visitent chaque année la Tunisie, mais probablement quelques pourcents de ce groupe de visitants, des visiteurs, traversent ces 200 mètres pour voir qu'est-ce qui est à l'extérieur. Alors, quelle est finalement l'image de la vraie vie quotidienne de la Tunisie? Et en même temps, c'est cette partie de la Tunisie qui est protégée par la police, par l'armée, par le gouvernement, parce il y a de graves problèmes de l'intérieur euh, concernant la sécurité, etc., etc., etc. Alors, juste pour simplifier un petit peu ces observations concernant le problème de la conservation, la protection du patrimoine culturel dans ces pays dont je parle. Au début, disons, 20e siècle, hein, au début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle, il y a un modèle qui règne, simplement une exploitation des ressources patrimoniales euh, par des exploiteurs, par des étrangers. La plupart des collections de grands musées, à partir de Berlin, Louvre, Paris, British Museum, Rome, les États-Unis sont pleins des objets simplement robés en Grèce, en Turquie, en Égypte, etc. Et bien sûr que la discussion maintenant, depuis les décennies, concerne aussi la restitution de ces objets volés au cours de ce siècle de l'exploitation.
L'autre est bien sûr pour moi une, une histoire tout à fait extraordinaire, par exemple, et assez récente, celle de découverte faite finalement d'une expédition franco-américaine organisée par Princeton University et quelques autres institutions euh, et le musée français pour exploiter la richesse euh, de demeures privées en Antioche, ce qui se trouve aujourd'hui en Turquie, mais finalement tout proche de la frontière avec la Syrie. Alors, pour vous donner un exemple, au cours de 7 ans d'exploration archéologique, ces deux équipes, américaines et françaises, ils ont trouvé plus que 300 mosaïques, dont 160 a été envoyé directement aux États-Unis. Si vous visitez maintenant même des petits musées comme le musée à Texas, à Austin, en Texas, je découvre une mosaïque provenant de la Syrie et je me demande d'où ça vient. Et c'est une histoire tout à fait extraordinaire de convois, d'un shipment de mosaïques déjà au début de la Deuxième Guerre mondiale. 1939, même 1940, il y a encore des bateaux envoyés depuis Antakya vers les États-Unis avec des mosaïques, pratiquement sous les bombes, hein. Alors déjà, encore il y a 80 ans, cette histoire montre un petit peu cette période d'exploitation de ressources patrimoniales. Modèle, deuxième modèle que je vois, qui est en cours pendant les derniers 50, 60 ans, c'est un modèle d'un certain équilibre. Quand il y a des influences créées par les gouvernements locaux, il y a déjà des pays indépendants qui essayent de contrôler la situation, organiser un peu le système de l'exploitation de ces ressources et en même temps, il y a des institutions comme des instituts français, britanniques, américains qui organisent toujours des projets archéologiques et qui continuent de travailler avec des Jordaniens, Syriens, Libanais, Tunisiens, mais plus ou moins c'est un équilibre entre ces deux tendances. Et puis, je vois que depuis 20 ans au moins, nous sommes dans le modèle participatif, c'est-à-dire il y a déjà euh, une atmosphère dans ce pays contre l'exploitation des ressources du patrimoine culturel. Les gouvernements responsables veulent contrôler la situation. L'Égypte est un exemple idéal. Finalement, maintenant, quand vous regardez un petit peu les médias, depuis 10 ans, il y a une politique médiatique très bien organisée par le gouvernement égyptien pour montrer que l'archéologie en Égypte est contrôlée et l'archéologie en Égypte est faite par les Égyptiens. Pratiquement depuis 10 ans, toutes les découvertes des équipes étrangères ont disparu de la zone médiatique, hein. Et c'est vraiment une politique bien conçue pour organiser aussi euh, 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 bon, finalement une industrie du tourisme qui est très important pour les pays comme l'Égypte. Alors, ce modèle participatif est très important. Euh, Et puis, je dirais que depuis quelques années, j'observe aussi l'installation d'un modèle 3+, le modèle participatif plus, où il y a un accent de plus en plus euh, donné sur la collaboration avec des communautés qui vivent sur place, avec des représentants d'un village où travaillent, avec des écoles dans une ville où on travaille et
Moi, je trouve de toute façon cette aptitude comme très positif. Bon, un contenu pédagogique est très important, l'éducation, mais tout ça, ça change dramatiquement, euh, disons, le modèle euh, de, de projets scientifiques proposés par des institutions comme l'Université de Varsovie. Parce que finalement, moi, comme responsable d'un projet, je dois organiser le financement, je dois organiser une équipe. Dans l'équipe, je dois avoir les gens qui sont capables de travailler ensemble avec des partenaires et qui sont capables d'organiser aussi avec ces partenaires locaux d'un programme d'éducation. Alors, ils disposent, je sais pas, des compétences linguistiques, etc., etc. Voilà, alors pour répéter, un modèle que je vois, ce sont des institutions étrangères, même comme l'Université de Varsovie, qui disposent de ressources financières et humaines, puis vis-à-vis des institutions locales qui disposent finalement du terrain, qui contrôlent le terrain où il y a des monuments historiques, et qui disposent aussi de leurs propres ressources humaines. Et ça va créer finalement une synergie des activités euh, euh, qui contribuent à l'acquisition de nouvelles connaissances, vraiment souvent très révolutionnaires, qui sont importantes pour la meilleure compréhension de notre passé dans cette partie du monde. Voilà, alors plus ou moins, pour finir, je vous montre une image qui vous donne euh, une atmosphère de l'archéologie moderne, hein. Alors, finalement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'histoire moderne qui se passe hier, avant-hier. C'est un exemple d'une photo archéologique prise à Lampedusa et qui montre finalement l'archéologie des migrations avec, des objets laissés par des gens qui se retrouvent sur l'île de Lampedusa. Voilà. Alors, plus ou moins, c'est tout. S'il y a des questions, je suis tout à fait prêt à vous répondre. J'espère que... Oui, j'aime bien de poser des questions. Euh, Parce que finalement, la discipline dans laquelle je travaille concerne tous les aspects de la vie quotidienne et tous les aspects de la vie publique, religieuse, etc., etc. Et comme je vous dis au début, finalement, tous les aspects de la vie sont intéressants pour nous. Et alors finalement, c'est pas surprenant que la problématique de la politique étrangère, de la politique interne, de la politique culturelle, oui, ça nous intéresse comme des archéologues parce que ça fait la partie de notre vie quotidienne, ça fait partie, la partie de nos projets scientifiques. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et je pense qu'effectivement que votre récit justement est parfaitement construit en accord avec les idées que vous avez mis en avant, puisque vous avez commencé avec la politique, vous finissez avec le très contemporain et le social finalement. C'est vrai, Oui, des oui, petites bouteilles oui. qui sont ici. Et c'est vrai que je pense que vous avez tout à fait raison, en particulier pour le cas français, que l'archéologie est vue vraiment comme un outil de politique étrangère. Enfin, d'autant plus qu'il y a en plus même une section, je ne sais pas si c'est le cas en Pologne, mais en France, au ministère des Affaires étrangères, il y a vraiment une section qui s'occupe de l'archéologie. Donc c'était Non, non, nous sommes complètement séparés. On voilà. souffre d'une isolation totale de nos institutions centrales. Hmm. Bon. En France, c'est vrai que On aimerait bien parfois d'être je ne sais pas si c'est une bonne chose dans la... finalement, c'est une question à poser, mais c'est vrai qu'en France, Il y a c'est le cas. oui, Oui, il y a ouais. il y a des négatifs et des positifs, hein. Et non, non, mais effectivement. Et c'est pour la présence dans le monde aussi. Vous avez montré cette carte avec les humifres. Enfin, on est présent Ouais, à travers le monde. J'ai envie de dire que notre réseau elle est presque même plus étendu parce que sur cette carte-là, vous avez mis que les humifres, mais il y avait aussi les écoles françaises, évidemment, ouais, qui ont ouais.
qui sont les institutions fondatrices presque de cette archéologie française, comme l'École française d'Athènes, l'École française de Rome, enfin, pour le Casa de Velázquez à Madrid aussi. Donc là, effectivement, ça montre qu'on est vraiment très présent. Donc, bon, je vais laisser la parole peut-être à notre public, vous poser les questions. Moi, j'ai des questions, évidemment, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, soit ici dans la salle, soit en ligne, si vous avez envie de poser des questions, euh, par microphone ou dans le chat, si vous le souhaitez. Donc, c'est à vous. On va commenter sur cette image. Mon commentaire. Oui. Et non, C'est relatif parce que Lampedusa, l'archéologie 2013, contemporaine, Lampedusa 2023. Finalement, c'est pour vous montrer que l'archéologie peut parler simplement des événements de la vie d'hier. Hein. Et que finalement, parmi mes étudiants, par exemple, j'ai des étudiants qui en même temps participent dans les cours donnés à la faculté de sociologie et qui sont la plupart du temps à la frontière avec la Biélorussie, et en même temps, ils étudient l'archéologie. J'ai deux autres étudiants qui font les études d'archéologie en même temps, et ils sont les étudiants de la faculté de la physique. Alors, c'est vraiment... Un éventail. c'est à droite et à gauche. Hein. Et c'est pour ça que je dis que l'archéologie est vraiment au centre de tous les événements, parce que nous sommes des spécialistes de chaque aspect de la vie, même si nous ne sommes pas très bien informés. Mais ici, oui, il y a des archéologues qui participent dans le projet qui concerne finalement la politique moderne qui se passe devant nos yeux. C'est très répandu, surtout dans la zone anglophone britannique qui organise des équipes. Il y a quelques années, il y avait un projet britannique en Jordanie sur les pas de Lawrence of Arabia et qui travaille simplement sur les vestiges des activités des Arabes et de Lawrence des années 1917, 18, 19. Je pense que nous avons une question en ligne, peut-être, parce que... Sinon, moi, je pourrais bien poser la question. Bon, en attendant, oui, allez. Parce que vous avez dit que... comment ça marche maintenant avec les choses trouvées à quelques pays? Donc, c'est interdit de prendre à l'étranger, donc l'équipe soit, je ne sais pas, français ou polonais, c'est interdit, les choses doivent rester là toujours. Comment ça fonctionne? D'ailleurs, le règlement, la loi est très, très stricte, est rentrée en vigueur depuis un siècle. Hein. Ça dépend de pays, mais il n'y a pas de pays, pratiquement, dans la zone méditerranéenne et en Afrique où on peut compter sur un partage de monuments, des objets provenant des fouilles archéologiques. Tout appartient à l'État, tout appartient à la population d'un tel pays ou un autre. Hein. Je vous donne un exemple assez parlant. Une fois vous visitez le Musée national de Varsovie, quand vous rentrez par l'entrée principale, à gauche, il y a une grande galerie qui est fondée sur la découverte de peintures du Soudan. Ces peintures ont été découvertes par l'équipe de l'Université de Varsovie et de l'Académie polonaise des sciences au Soudan au début des années 60. C'était au cours d'un grand projet organisé par le Soudan
l'Égypte et l'UNESCO. Un accord signé par les différents pays était que les participants dans ce projet peuvent avoir droit de prendre 50% des objets découverts dans leur pays. Ah oui, c'était prévu. C'était prévu dès le début, mais c'était déjà, au début des années 60, c'était déjà une exception, parce que l'Égypte interdit l'exportation des objets depuis plus qu'un siècle. La même chose pour la Turquie, la loi concernant l'Antiquité, les antiquités en Turquie est très stricte. Bon, l'Irak, c'est un autre cas, des grands scandales vraiment, il y a encore 20 ans. Mais en principe, oui, dans chaque pays de l'Afrique, dans chaque pays de l'Asie, dans chaque pays de l'Europe, il y a une stricte protection des objets provenant de fouilles archéologiques. Et bien sûr, il y a encore un autre côté de ce règlement qui concerne l'exportation des échantillons pour mener euh, de, de- des expériences dans le laboratoire. Si, par exemple, nous avons apporté de la Tunisie une cinquantaine de kilos de la terre pour faire des analyses, en fait. pour faire finalement des analyses dans le laboratoire. L'explication est que en Tunisie, il n'y a pas de laboratoire, même que à l'université de Varsovie. Alors, c'est avantageux pour les chercheurs tunisiens quand la partie polonaise offre cette possibilité de mener cette sorte d'analyse chez nous. Et bien sûr, à condition que s'il reste quelque chose de ces échantillons, on partage de nouveau avec la partie tunisienne. Je comprends. Et d'autre côté, parce que vous avez posé les questions que je voudrais poser aussi moi-même pour à qui appartiennent les patrimoines. Parce que il y a maintenant, ok, je comprends, c'est interdit, mais à l'époque, ça a été les normales, les choses normales, prendre Malheureusement, oui. Et oui, et maintenant, je ne sais pas, c'est pas une question, mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça, vu que ça c'est, à mon avis, grand privilège économique, touristique, etc., qu'ils ont maintenant les musées à Paris, à Londres. Et en Afrique, il y a 1% de tout musée globalement. C'est 1%. 1%. Et puis, tous les profits sont oui, mais je suis d'accord. Hein. Euh, Même si on considère la Pologne comme un pays qui n'a pas un passé colonial, j'essaie de temps en temps à expliquer à nos partenaires tunisiens, alors, euh, oui, nous sommes un pays européen et on participe dans la politique étrangère de la communauté européenne, mais quand même, il y a des différences entre le passé de ces différents pays. Nous ne sommes pas totalement comme un pays responsable pour le passé assez tragique du 19e, début du 20e siècle. Euh, mais ça ne change pas la situation que maintenant, oui, notre génération, de nouveau, est responsable pour ce passé. Il faut, finalement, il n'y aura pas de changement sans prendre des risques, sans prendre des décisions très, très difficiles. C'est pour ça que je répète à mes étudiants qui sont tout à fait conscients de ce mouvement de migration. Nous, comme des archéologues, on comprend parfaitement ce qui se passe avec cet influx de migration parce que ce sont toujours des mêmes routes par lesquelles les gens passent. Parce que c'est la géographie, c'est le climat. Et, et en même temps, on est tout à fait conscient que ce n'est pas une nouveauté. Il y avait toujours de migration. L'Europe, malheureusement, si vous voulez ou non, est toujours menacée par un risque des invasions. Et pour 80%, ce sont toujours des invasions venues de l'Est. C'est l'histoire.
qui est facilité, bon, ce développement historique facilité simplement par, disons, par le paysage. Malheureusement, notre pays n'a pas beaucoup de chance parce que la Pologne est plate. Alors, c'est un pays à traverser. Et c'était toujours comme ça pendant les derniers 3 millénaires. Il y avait toujours des envahisseurs, des groupes des envahisseurs venant toujours des steppes de l'Asie. L'Europe du Sud est toujours menacée par les mouvements venant de l'Afrique, parce que la situation économique, le climat change la situation économique en Afrique, il y a des mouvements, il y a de grandes différences entre les pays. Bon, vous savez mieux que moi quelle est la situation. Mais de toute façon, cette petite histoire que je viens de vous raconter, ça fait la partie d'une grande image de tous les changements qu'on va subir au cours des années qui viennent. C'est déjà, ça a été, bon, ça a déjà commencé il y a 10 ans, 20 ans, et ça continue, ça va continuer cette période de bouleversement pendant peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour avoir une nouvelle organisation. Mais je dis que l'immigration, oui, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est ce qu'il faut attendre. Pour changer la situation, il faut que l'Europe et le Nord partagent ses avantages, y compris aussi l'avantage de la vie quotidienne ou la position culturelle, scientifique, etc., avec ceux qui ont eu moins de chance. Pas d'autre solution. L'autre solution, c'est l'invasion. Alors, c'est pour vous dire simplement que, oui, pour moi, l'archéologie, c'est une discipline très, très importante et très, c'est passionnant pour moi. Parce qu'une fois j'étudie les passés de différentes parties du monde autour de nous, j'essaie de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'où ça vient, parce que vraiment, les racines de différents conflits sont très profondément dans l'histoire de pays, comme ce pas le conflit palestinien entre les Palestiniens et les Israéliens. Non, sans des grands sacrifices de chaque côté de ce conflit, il n'y aura pas de changement. Ça va être toujours comme ça. De Gaza après de Gaza. Je pense que nous avons une question en commentaire sur le chat. Est-ce que vous pouvez appuyer sur, vous voyez, en haut, il y a juste en haut, il y a juste ici sur l'écran. Si vous pouvez. D'accord. Problème de la remise des biens à archéologie aux propriétaires. Oui. Bon, je vais dire que moi, comme archéologue, au début de ma carrière comme archéologue, au début de mes études, oui, ça m'a fasciné de pouvoir toucher et travailler avec des objets archéologiques, avec de belles choses. Hein. Depuis 20 ans, ou plus que 20 ans, ce qui est important, c'est l'information. Alors, est-ce que nous avons à Varsovie une belle collection des objets historiques? C'est pas si important. Pour la remise des objets archéologiques volés des différents pays au cours du 19e siècle, je veux dire que si on est très orthodoxe, il faut rendre tout, ou il faut trouver peut-être une solution pour partager ces collections avec le pays d'origine. Mais c'est peut-être pas une solution proposée par la France qui, par exemple, a organisé une partie du musée de l'exposition du musée de Louvre aux Émirats. Et la même chose pour l'université de la Sorbonne, hein, Sorbonne Abu Dhabi, parce que c'est finalement la participation dans ce patrimoine culturel, mais avec un pays
qui n'est pas un pays d'origine, parce que ce qu'on expose au musée du Louvre à Abu Dhabi ne provient pas d'Abu Dhabi, mais provient de l'Égypte, de la Mésopotamie ou des autres pays de voisinage. Oui, oui. Je voudrais poser aussi une deuxième partie de cette question. Ça concerne ces conflits entre Grèce et Royaume-Uni. Je sais que le oui. directeur de British Council, M. McGregor, il a dit qu'il protège ces biens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je veux dire que, lui, comme directeur du British Museum, sans le changement profond de la politique étrangère du Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il doit dire? Lui, il est responsable pour, pour les biens nationaux qui sont représentés par le British Museum. Alors, bien sûr que sans changer dramatiquement la politique étrangère au niveau du gouvernement, il n'y aura pas de la remise des trésors grecs à la Grèce. Et ça exclut Berlin. De nouveau, chaque année, il y a le renouvellement de la demande du gouvernement égyptien concernant, par exemple, la tête de la reine Nefertiti. Et la réponse de chaque gouvernement allemand est toujours la même: non, on ne rentre pas, parce que c'est déjà la partie de notre patrimoine culturel. Alors pour moi, je ne vois pas l'échange, je vois pas une simple solution, sauf les solutions dramatiques vraiment, qu'on ouvre tout et qu'on change complètement l'ordre mondial. Merci. Et plutôt, je dirais, une bonne solution, c'est d'organiser des programmes qui vont permettre de transporter une partie de ces biens conservés dans le musée en Europe, aux États-Unis, pour partager ces collections avec des pays d'origine. Mais ça veut dire que, par exemple, Metropolitan Museum, qui est concerné toujours par cette demande, participe financièrement dans la construction d'un musée en Égypte ou en Irak, et responsable aussi pour la logistique, la protection, etc., etc. C'est simplement une bonne réponse à ces demandes. Je ne sais pas, c'est compliqué. Merci. Comme je connais assez bien la politique interne des territoires palestiniens et d'Israël, et disons, parce que je vivais là-bas 2 ans, et j'ai eu la chance de comprendre les Palestiniens, et j'ai eu la chance de comprendre bien les Israéliens. Et je vois que c'est presque impossible à trouver une bonne solution. C'est-à-dire, une bonne solution, c'est de faire, chaque partie doit faire 2 pas, comment ça se dit, pour reculer un petit peu. De pas en arrière. Ouais. Et si je peux me permettre justement peut-être une dernière question pour un peu revenir sur cette question de propriété, d'héritage, etc. Je me demande aussi, en fait, quelle est la place aujourd'hui, et quelle est la place de l'archéologie dans les historiographies locales aussi? Parce que finalement, c'est la question qu'on pose évidemment, c'est la question de la propriété des biens, mais un peu à côté de la propriété, il y a la question de l'héritage, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on se situe je vais m'expliquer, enfin, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on se situe en Espagne, en Italie, en Grèce, en France, quand on fouille un site qui est romain, par exemple, même en France, où finalement il y a eu cette pirouette en disant qu'il y avait la civilisation gallo-romaine, pour nous, c'est presque naturel de dire que ça fait partie de notre histoire, c'est là, ça a précédé les Francs, etc., mais ça fait partie de notre histoire. Est-ce que du coup, en Tunisie, en Libye, en Syrie et en Turquie, où c'est une civilisation donc soit islamique ou soit la culture arabe, disons, aujourd'hui, qui est considérée comme la culture locale, est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui, grâce à l'archéologie, cette conscience que
que, par exemple, Carthage fait partie de l'histoire de la Tunisie, ou la conscience qu'un site romain fait partie de l'histoire de la Turquie? Ou est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'ils considèrent quand même que c'est quelque chose qui est une autre culture, simplement dont ils sont devenus les dépositaires, mais dont ils ne sont pas les héritiers, en quelque sorte? S'il s'agit d'un récit proposé par vraiment une option purement islamique, c'est un rejet total. Mhm. Mais s'il s'agit d'une approche, disons, plus libérale, bon, en Tunisie, pour la plupart des Tunisiens, si on parle avec les représentants de la population locale, les Phéniciens ou les Romains, ils font la partie de leur identité. Donc c'est Oui, ils l'intégrer. disent, si on creuse vraiment, ils disent non, nous sommes soit les Berbères, il y a une piste directe qui relie les Berbères comme des opposants des Romains, et finalement, il y a ici aussi une conscience très forte que parfois, bon, il y a ceux qui sont enracinés dans la tradition berbère et dans la tradition arabe. Mais les deux pistes se retrouvent dans la reconnaissance de leur patrimoine, surtout carthaginoise. Oui, qui Oui, est opposé à oui. La même chose pour les Libanais. Si on pose des questions à des chrétiens libanais ou à des sunnites ou même des chiites libanais, ils vont dire nous sommes des Phéniciens. Oui, c'est effectivement. Malgré bien sûr, oui, c'est plus complexe, parce que bien sûr, il y avait des séries de projets visant la recherche génétique sur la population locale. C'est pas surprenant, par exemple, qu'en Pologne, finalement, il n'y avait pas, presque jamais, je ne peux pas nommer même un grand projet qui vise euh, la composition génétique de la population de la Pologne, parce que c'est un issue délicat, strictement politique. Mais partout, je pense, même en France, ce serait délicat. Enfin, ouais. Et puis même, est-ce que ça prouve quelque chose finalement aussi? C'est la question. J'ai beaucoup de collègues qui ont eu une idée d'organiser un vrai projet purement scientifique Oui, je sais. sur la population, disons, de la Pologne centrale. Évidemment, ils n'ont pas eu le financement parce que ça peut être dangereux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans nos jeunes, hein? Que nous sommes complètement mélangés, ça, tout simplement, parce que c'est un pays la Pologne, c'est un pays de passage. Oui, mais comme beaucoup de pays, enfin la Pologne en particulier, mais il y en a d'autres aussi, je pense que ça, effectivement. Mais je posais aussi cette question, juste pour terminer aussi, parce que du coup, peut-être cette rupture dans le récit historique, en particulier en Turquie, où par exemple, ils considèrent que l'héritage byzantin, c'est quelque chose qui ne leur appartient pas, ou que même l'héritage romain, c'est un peu ou grec ou hellénistique. Donc peut-être c'est ce qui explique aussi que leur traitement de l'archéologie est très particulier, c'est-à-dire qu'ils demandent à ce que ce soit financé depuis l'étranger parce qu'ils considèrent que en fait, ça appartient Mais bien à l'étranger en quelque sorte. Oui, C'est pas qu'une question de moyens, je veux dire, c'est aussi une je n'ai question de pas eu culture culturelle. le temps de rentrer dans les détails, mais il y a dans plusieurs pays maintenant, il y a un discours purement nationaliste populiste. Oui, c'est ça, voilà. Qui exclut finalement toute la participation étrangère dans l'histoire locale. Les Romains, ce sont les envahisseurs, les Grecs, ce sont les envahisseurs, et notre population était toujours opposée contre les envahisseurs. C'est plus ou moins l'histoire qui se répète en Tunisie, en Algérie, partout. Et du coup, c'est vrai que ça rajoute une couche à l'archéologie, parce que c'est vrai que la lecture qu'on en fait en Occident, elle est quand même assez différente. Par exemple, quand on fouille un site byzantin en Italie, on ne considère pas que c'est complètement étranger. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Enfin, Oui, finalement, oui. Nous, on travaille beaucoup aussi avec des émotions. oui, c'est vrai. Et il faut reconnaître, bien sûr, quelles sont les émotions de la population locale. Je me souviens aussi une anecdote lors de finissage de ce projet en Syrie. Nous avons organisé une exposition au Musée royal de Marimont en Belgique, puis à Varsovie au musée archéologique. Et dans la dernière minute,
quelqu'un nous a dit, si vous voulez éviter un grand scandale politique, il faut changer la carte que vous avez mise dans le catalogue de l'exposition. Parce que nous avons oublié de marquer, de montrer le démarquage contemporain entre le Saint-Jacques d'Alexandrette, qui appartient depuis 80 ans à la Turquie et qui est considéré comme la partie de la Syrie par le gouvernement syrien. Oui, non, mais une carte, c'est souvent. Ouais, c'est très vite. ce sont Oui, bien sûr. des histoires pareilles. Hein. Mais du coup, en fait, aussi, et on terminera ça là-dessus peut-être, est-ce que du coup, est-ce que ces gouvernements locaux, encore une fois, en Turquie ou en Afrique du Nord, est-ce qu'ils mettent plus de moyens sur l'archéologie donc médiévale du monde musulman, justement? Parfois, oui. Ouais, Oui, là, oui. ils ont des sites propres où Oui. ils fouillent les Oui. mosquées, par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Et là, est-ce qu'ils invitent des partenariats étrangers aussi, ou est-ce que inversement, Oui. ils considèrent que c'est à eux et donc du coup, Non, c'est non, eux non, qui non, non, ils non. invitent S'il y a la chance, par exemple, pour le cofinancement, le financement total d'un projet, c'est par exemple le cas des Émirats. Il y avait une vague de travaux archéologiques aux Émirats, à Abu Dhabi, à Dubaï, Oman maintenant, pour créer une branche du tourisme fondée sur le patrimoine culturel et sur leur passé de Bédouins, de petits Émirats du 18e, 19e siècle. Alors, non, il y avait plusieurs équipes scandinaves, par exemple, qui vont danois, fouiller. qui étaient invitées pour fouiller des vestiges assez récents. D'accord. Bah, merci beaucoup. Est-ce que Voilà. plus de questions donc ni en ligne non. Bon, bah écoutez, puisque l'heure était déjà 18h30, quand même un peu plus qu'on prévu, donc on vous remercie beaucoup encore une fois de Merci cette beaucoup. présentation qui nous donne un peu une ouverture sur l'archéologie, donc vraiment dans les racines. On a parlé de la terre en quelque sorte, donc c'est ce qui et justement ce qui montre aussi, et c'est un aspect intéressant qu'on a peu évoqué jusque-là, c'est tout l'aspect politique du patrimoine qui est, Oui, c'est fascinant. Et, le travail qui est pas toujours évident. d'archéologue est parfois très dangereux. Oui, oui. Il faut prendre des Mais il est très décisions. victime aussi parce qu'il est Oui. obligé de s'adapter en contingence politique. Voilà. Bah, merci beaucoup. Donc, Merci. on vous dit à la prochaine fois qui aura lieu le 13 décembre, c'est ça la prochaine fois, si je me Dans 2 rappelle bien. semaines, non? Pardon? Dans 2 semaines. Oui. Oui, Dans 2 semaines, non, je ne crois pas parce que le 13 décembre. le 13 décembre, oui, parce qu'on a décalé en fait d'une semaine. Merci beaucoup. Très bien. Encore une fois, Merci. Merci. Merci.